L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière. Mes fantastiques pépites, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Ce soir, nous allons nous plonger dans les fondamentaux de l'Ayurveda. Nous allons nous aventurer vers une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de nous-mêmes. En nous laissant porter par les cycles de la nature, nous allons parler des saisons. Selon l'Ayurveda, si l'univers est un macrocosme, l'être humain est un microcosme. Nous sommes donc un mini-univers à nous seuls, son reflet le plus parfait. Nous sommes toujours en résonance avec la nature et avec toutes ses fluctuations. Et les saisons, au même titre que les différents cycles de la vie ou même les moments de la journée, ont un impact fondamental sur nous. La médecine ayurvédique nous apprend avec de nombreux outils à nous relier à la nature et à la respecter pour mieux comprendre notre écologie intérieure et maintenir notre équilibre et notre bien-être. Pour découvrir la magie des saisons, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée ce soir par une consoeur. Elle est praticienne en Ayurveda, elle consulte et elle anime des cures et des stages à travers la France. Elle est la fondatrice de l'association et du blog Le Bonheur c'est ici. C'est également une cuisinière hors pair qui fait les meilleurs roulés à la cannelle que j'ai pu manger. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, notamment sur les saisons, avec sa collection de 6 tomes, Savourer le chant des saisons, recettes de cuisine et de vie quotidienne, poèmes, réflexions et histoires en financement participatif. Bonsoir Florence Pomana. Bonsoir Gwenaëlle. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, alors avec cette petite introduction sur toi, on a très envie d'en savoir plus, bon, évidemment sur les saisons, mais peut-être aussi sur tes roulés à la cannelle, mais ça on verra plus tard. En tout cas, je suis ravie de partager ce moment avec toi et de t'avoir à mes côtés ce soir. Moi aussi. Alors pour commencer, puis avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et puis de ce qui t'a amené à t'intéresser aux saisons spécifiquement ? Alors, j'ai un parcours très atypique, puisque j'étais prof de français il y a plus de 20 ans. Mais avant même d'être prof de français, j'étais partie en Inde. Et voilà. Et je n'étais pas du tout intéressée par l'Ayurveda, mais j'étais partie pour 6 mois. Et il se trouve que dans 2 circonstances exceptionnelles, c'est l'Ayurveda qui m'a soignée. Et quand je suis revenue en France, j'ai rencontré un monsieur qui est devenu mon professeur. Et ce monsieur-là il mettait une emphase particulièrement importante sur les saisons. Pas seulement, mais en particulier les saisons, oui. Et donc c'est ça qui t'a donné envie d'approfondir ? Alors, son enseignement m'a beaucoup donné envie d'approfondir, mais aussi, moi, ma propre connexion avec le temps, avec la nature, quand on passe beaucoup de temps dans la nature, on voit le passage des saisons, on s'en nourrit, on sent bien qu'elles ont un impact fondamental sur nous. Autant un impact qui peut être perçu en termes de santé qu'en termes de bonheur, simplement, enfin de réjouissance de chacun de ces moments qui se succèdent dans un cycle qui reprend chaque année. Mmh. Oui, puis c'est aussi, tu as aussi un grand amour du coup pour les saisons et la nature parce que tu t'intéresses beaucoup aux plantes, donc tu es très proche du monde végétal. Tu as aussi un côté qui s'intéresse beaucoup aussi à l'astrologie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai. J'aime les étoiles, j'aime les plantes, j'aime toutes les histoires que raconte tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que je cueille mes plantes et je me nourris aussi quand je peux, alors un peu moins depuis que je suis à Paris, mais de plantes sauvages. Et du coup, effectivement, le cycle des saisons est particulièrement important parce qu'on le voit particulièrement bien dans les plantes. Mmh. Voilà. Eh ouais. Est-ce que tu pourrais justement expliquer à nos auditeurs pourquoi alors les saisons sont si importantes en Ayurveda et pourquoi c'est important de les respecter ? L'Ayurveda, c'est la voie de l'équilibre. Il y a une pensée, la pensée occidentale nous a conduits pendant un certain temps
et encore maintenant très très fort, on le voit dans la gestion de la maladie en général, à penser qu'on était des êtres autonomes, déconnectés de notre univers et qu'on avait une existence autonome. Et derrière notre écran, c'est vrai qu'on peut penser ça, mais c'est pas du tout le cas. Et en fait, l'Ayurveda, c'est aussi la recherche de l'équilibre avec soi-même et avec son environnement, parce que l'environnement n'est pas quelque chose de distinct de nous. On fait vraiment partie de tout ce qu'il y a autour de nous. On est une cellule d'un plus grand corps, et que si la cellule commence à agir de manière désordonnée par rapport au grand corps, forcément elle est malade, et elle conduit à la maladie des autres aussi. Voilà. D'où cette histoire aussi d'interaction avec l'environnement, mais aussi avec les autres personnes. Exactement. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important en Ayurveda, dans les sciences védiques. Et c'est vrai que les saisons, c'est aussi ce qui représente déjà tous ces cycles de la nature, et puis qui peuvent aussi avoir une influence sur les cycles en nous. Tout à fait. Et il faut quand même remarquer que dans tous les textes fondamentaux de l'Ayurveda, le chapitre sur les saisons est le 2e ou le 3e chapitre. Donc c'est un chapitre qui précède tous les chapitres sur la thérapie, ou même sur le diagnostic, ou même sur la cuisine, ou sur voilà, ça précède tout, c'est la perception des saisons. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit que la maladie arrive quand il y a un... Je suis désolée, en fait, ça fait longtemps que je les regarde plus en sanskrit, mais grosso modo, que la maladie arrive quand on est en décalage avec la saison. Quand les sens sont utilisés de manière décalée avec la saison ou avec son environnement. Et voilà. Bah, exactement. Et en fait, ça a beaucoup de sens, puisque la répartition des éléments, donc des 5 éléments, et puis des doshas, donc les humeurs biologiques, les énergies vitales qui sont en nous, ça fluctue aussi dans la nature, et avec les saisons, ça fluctue en nous. Et donc, il faut réajuster nos besoins, et puis aussi notre attitude en fonction de ça. Alors avant même de réajuster, moi je dirais qu'il faut surtout en profiter. Vivre l'hiver, vivre les frimas, vivre le printemps, vivre tous ces moments, parce chacun de ces moments est gorgé de vie. Et s'en couper, c'est se couper de la vie, de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est bon qu'il fasse froid en hiver. C'est merveilleux. Si, parce que tu as raison. C'est une provision de froid qui va nous permettre de passer l'été. Ça restaure notre concentration, notre énergie intérieure. Ça nous permet de nous plonger très loin à l'intérieur de nous aussi, parce qu'on est comme les arbres, on plonge dans nos racines. Et c'est bon d'avoir chaud l'été, et c'est bon de sentir dans la nature que les plantes sont en train de percer le sol, qu'elles sont en train d'émerger des branches. Tout est magnifique. L'automne aussi. Je sais que tu aimes moins l'automne. Mais j'aime pas trop l'automne, j'avoue. Mais il y a quelque chose de splendide dans cette moisson volontaire, dans cet abandon de l'automne, où on se dépouille intégralement, où les arbres, les plantes se dépouillent, elles commencent à rentrer, et puis cette ouverture de la porte de la nuit de l'année qui se fait à ce moment-là. Chacun de ces moments est merveilleux, et c'est incroyable de passer à côté de ça, avant même de penser à l'histoire de la santé. C'est incroyable de passer à côté de ça, parce que on est dans une grande ville et qu'on fait plus du tout attention aux saisons. Et puis honnêtement, après, c'est difficile aussi. Si on n'a pas de plantes autour de soi, c'est pas les platanes des boulevards qui aident beaucoup à voir passer les saisons. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler des différentes saisons, et puis nous parler aussi des influences qu'elles ont sur nous? Alors, il y a, pour l'Ayurveda, il y a 6 saisons. Elles se découpent selon un calendrier bien indien, bien tous les 2 mois. Alors, si on commence avec l'ouverture de la porte de la nuit, qui serait assez logique, puisque dans le nord, c'est le Nouvel An.
il y a l'automne. L'automne, le fameux. Hein. Le fameux automne. Qui serait grosso modo à peu près de mi-septembre. Mais bon, c'est des dates qui peuvent varier avec plein de choses, avec les lunaisons. Mais elles ne varient pas complètement. Mais on va dire mi-septembre à mi-novembre. Donc on a l'automne. L'automne qui est dominé par, comme on peut le voir, le rougeoiement. Alors nous, on le voit ici en Occident, parce que les mêmes saisons existent en Inde, enfin, c'est les saisons des textes de l'Ayurveda. Nous, on voit ce rougeoiement se manifester dans la nature, et donc c'est vraiment le moment où l'excès de feu de l'été se relâche dans la nature. La saveur fondamentale de cette saison, c'est le salé, donc, qui exprime la corrosion qui peut se produire à ce moment-là, puisque souvent c'est un moment de l'année où on a à la fois des matins frais et des journées chaudes, et du coup il y a une forme de corrosion qui va s'installer, et qui va mener au moment où il y aura un peu plus d'humidité en novembre, vers les fameuses épidémies habituelles de novembre, dans le cas de déséquilibre. Ensuite, il y a l'hiver. Donc l'hiver, c'est la descente vers les racines. C'est le moment où toute manifestation s'est achevée, éteinte, et tout est en retrait, en fait, et dans la nature et à l'intérieur de nous. L'énergie qui a pu monter vers les sommets en été, maintenant elle redescend vers les racines, et en particulier vers le bas du corps, où elle va créer de la chaleur qui va être bien nécessaire. Donc la saveur dominante de la saison, c'est le doux. Et c'est effectivement une saveur c'est une saison qui va développer le doux en nous. C'est une saison où comme les ours qui hibernent, on va prendre force. À la fin de l'hiver, on est considéré, l'Ayurveda considère qu'on est au maximum de notre force. Après, à la fin de l'hiver, on arrive au frima. Alors ça, c'est une saison qui est inhabituelle pour nous. Donc elle va à peu près de mi-janvier à mi-mars. Et c'est cette saison, moi je trouve que c'est une saison angélique. C'est la saison où en fait on a encore des frimas, donc des gelées, du froid. Et pourtant, il y a une forme d'ébullition à l'intérieur qui commence à mobiliser les réserves de l'hiver vers la manifestation qui va se produire au printemps et à l'été. Et c'est un peu pareil au fond de nous. C'est peut-être pour ça aussi que c'est la saison aussi de la Saint-Valentin. Il y a aussi cette espèce de petits frémissements de la vie et de pureté ambiante qui fait monter un peu déjà l'énergie au cœur. Donc la saveur dominante de la saison des frimas, c'est l'amertume. Ensuite, vient le printemps. Donc là, c'est l'explosion, la sortie, beaucoup de fleurs. C'est vraiment la saison des fleurs. Et surtout, avant des fleurs, d'ailleurs, des herbes, de la verdure. Et donc là, on est sur la saveur astringente, parce qu'il y a quelque chose qui se tend à l'intérieur de nous. Donc la saveur astringente, c'est une saveur qui a tendance à ramener de la tonicité, de la fermeté, et pour l'émergence de ces bourgeons, pour la percée des gangs des bourgeons, de la terre, de la croûte de la terre, il y a besoin de cette astringence. Donc si elle n'est pas là, il faut la recréer. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les autres saveurs de chaque saison. C'est que quand une saison ne se produit pas comme elle devrait, le moyen pour ramener un peu d'énergie de cette saison à l'intérieur de nous, c'est de prendre ce qui correspond à la saveur de la saison. Je parle toujours des crèmes glacées en hiver. Voilà, quand il fait trop chaud en hiver, au mois de décembre, les crèmes glacées, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles faire trop chaud au mois de décembre ?
Il y a eu ça, je sais plus si c'était cette année. Non, cette année, il n'a pas fait trop chaud, mais si, il y a eu un moment où il a fait 25 degrés. Non, pas 25, j'exagère. 17 degrés, un truc comme ça. Oui. Il y a eu une période en décembre. C'était juste avant Noël, il me semble. Voilà, quand il y a des moments comme ça, effectivement, c'est pas la peine de manger les plats qui sont décrits dans mon tome 2, parce que ça va être lourd, riche, et ça correspondra pas. Mais on a besoin de retrouver cette fraîcheur de la saison, surtout si on s'attend à ce qu'elle revienne à un moment. Et pour une fois, les glaces, ça peut être pas mal. Ah ouais, bon. Je sais, c'est pas très ayurvédique ce que je dis. Enfin, c'est pas classique. Non, c'est pas tout à fait classique, mais c'est bien, c'est intéressant. En fait, c'est bien aussi de voir qu'il y a toutes ces adaptations et qu'il faut toujours en fait être en observation aussi. Finalement, quand il y a des choses anormales, il faut aussi peut-être aller vers d'autres stratégies. Et donc, alors après, si on continue, il y a l'été. Et l'été, qu'est-ce qui se passe? En fait, le soleil, normalement, il fait chaud. Il fait très chaud même. Enfin, c'est la période de l'année où il fait le plus chaud. Et donc, il y a une réduction des liquides et dans la nature et dans le corps qui vont avoir tendance à s'accumuler plus à l'intérieur, à fuir les ouvertures. Et donc, la saveur qui réduit les liquides le plus, c'est le piquant. Et donc, la saveur de l'été, c'est le piquant. Et c'est suivi par, donc à peu près du 15 juillet au 15 septembre, on arrive à notre 15 septembre, par la saison des pluies d'été. Tous les gens qui sont familiers des orages du mois d'août savent qu'il y a une vraie saison des pluies d'été. On n'a pas besoin de l'appeler la mousson chez nous, mais elle existe aussi. En Provence, c'est parfois spectaculaire d'ailleurs. En fait, c'est le moment où la pluie, donc l'humidité, va retrouver donc une terre qui est chaude et fatalement, la saveur qui se crée toute seule, c'est l'acidité. Et c'est une saison d'ailleurs où les choses fermentent beaucoup, très facilement. Donc voilà. Wow, okay, on a fait le tour des saisons. Quel beau panorama. Enfin, on a fait le tour, voilà. Oui, un petit tour d'horizon. Tout petit. Oui, du coup, toi, dans les livres que tu écris, donc dans les 6 tomes, tu décris en fait ces 6 périodes et tu donnes aussi en fait des indications avec l'alimentation. Il y a des recettes, il y a beaucoup de choses en fait que tu mets en avant en fonction des saisons. Oui, même notre activité physique, on propose donc avec Florence Ponceau, qui est une professeure de yoga, des séances de yoga adaptées à chaque saison, des remèdes de saison. Il y a des saisons où c'est un remède incroyable de prendre des bains de pieds chauds. Voilà. Et puis il y en a d'autres, ça va être le contraire. Ça va être, c'est un remède que je fais souvent faire. En été, c'est le Padadara, c'est la douche des chevilles, qui va permettre de rafraîchir les reins. Mais à aucune autre saison de l'année, elle sera efficace. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça qui est super en fait dans tes ouvrages. Moi que j'ai pu regarder aussi, il y a vraiment beaucoup d'infos. Il y a, en plus d'avoir des très belles images, bien évidemment, des très très bonnes recettes. Moi, j'ai tout envie de les faire là, alors que pourtant, je suis pas une grande cuisinière dans l'âme, mais bon, tout donne envie, quoi. Et puis toutes ces réflexions, ces histoires. Ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est qu'il y a ce côté un peu cosmique aussi dans les saisons. Oui. Alors, c'était la question. Pourquoi est-ce que dans la Ashtanga Hridaya Samhita écrite au Kerala et dans la Charaka Samhita écrite au Cachemire, pourquoi c'est les mêmes saisons alors que c'est pas du tout le même climat? Et en fait, très rapidement, alors déjà mon professeur m'avait pas mal mise sur la voie, parce que lui déjà parlait beaucoup de l'influence des comètes. Alors c'est quelque chose qui nous intéresse plus du tout en Occident depuis très longtemps. Et pourtant, quasiment toutes les autres civilisations ont fait attention au passage de la Terre dans les queues de comètes, à ces fameuses étoiles filantes qu'on trouve tellement jolies. Mais c'est vrai, c'est très, 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 très joli, et c'est magnifique de les voir, et c'est magique, etc. Mais en fait, en passant dans la traînée d'une comète, ce qui se fait périodiquement, il y a des périodes de l'année où ça arrive, l'atmosphère de la Terre se charge des gaz qui se trouvent dans ces queues de comètes. Quand c'est un passage annuel, c'est ça qui va déclencher, par exemple, les orages d'été ou ce coup de froid qu'il y a au moment de la Saint-Martin, ou voilà, des choses comme ça, ou comment
comment on appelle ça, les seins de glace, voilà, qui ont une explication. Oui. Une explication cosmique. Une explication cosmique. Et après, il y a des comètes qui sont là une fois, qui vont passer une fois dans l'atmosphère. Et donc, ce passage d'une seule fois, nombreuses ont été les civilisations celtiques, chinoises, hindoues, à leur attribuer des conséquences aussi importantes que les épidémies et les guerres. Donc, c'est pas rien. En effet, c'est pas rien. Et cette modification de l'atmosphère de la Terre, on peut l'apercevoir si on y est attentif. On peut non seulement l'apercevoir, mais la voir aussi dans les plantes. La comète qui était au-dessus de nous entre novembre, dont on a traversé qui est passée au-dessus de la Terre, qui est restée très très longtemps. On est resté très très longtemps dans son sillage. Entre novembre 19 et juillet 2020, c'était très perceptible ce que ça donnait. Et d'ailleurs, entre novembre 2019 et juillet 2020, on a eu des amplitudes thermiques extrêmement fortes entre la nuit et le jour, systématiquement des matins froids, même en été, et des journées chaudes. Et puis, il y a eu aussi, malheureusement, le Covid. Voilà, il y a eu le Covid. Du coup, c'est ça qui est quand même très intéressant, c'est tous ces savoirs ancestraux qui nous donnent quand même pas mal de clés à observer peut-être pour comprendre en fait ce qui se passe aussi dans le monde, dans la nature, à notre époque. Oui, et c'est toujours pareil en fait. C'est pas seulement observer, c'est aussi ressentir. Parce qu'on peut être souvent perdu parfois. Enfin, je dis souvent parfois, mais oui, on peut être souvent perdu, et surtout dans un monde qui est manifestement en mutation extrêmement profonde. Et pourtant, dans la nature, on peut voir les choses qui se produisent. Et c'est très apaisant d'une certaine manière. Ça paraît moins imprévisible. Voilà. En tout cas, tout cet impact-là et tout ce que tu décrivais justement avec les différents textes, donc selon toi, en tout cas, et puis selon les textes, les saisons que tu décris, donc les 6 saisons, s'adaptent à n'importe quel environnement, à n'importe quelle région. N'importe quelle région du Nord, c'est-à-dire de l'hémisphère Nord. Ok. Voilà. D'accord. Mais oui, on traverse. Après, dans le sud, à mon avis, c'est la même chose. Il faut juste. C'est la même chose parce que c'est aussi influencé par la course de la Terre autour du Soleil, qui est la même. Mais il doit juste y avoir un ajustement au niveau des températures. Mais oui, c'est les mêmes saisons. Et alors justement, avec tous les dérèglements là qu'il y a, on voit bien que c'est difficile en fait de savoir comment fonctionnent les saisons. On a l'impression qu'il n'y a plus de printemps depuis des années, alors qu'en réalité elles sont toujours là, mais c'est pas très perceptible. Des fois, on a des températures qui sont complètement, ce que tu disais en fait, qui sont complètement changeantes et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer en fonction des saisons. Donc, quel est l'impact en fait que la nature peut avoir sur nous et puis sur notre santé avec des dérèglements comme ça? C'est énorme. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne mette pas tous nos efforts dans stabiliser le climat parce que c'est inévitable que plus la nature se dérègle, plus notre corps se dérègle, plus notre stabilité se perd, plus nos souffles partent en vrille. Et plus on fera face à des épidémies sans comètes, mais à des dérèglements, à des, voilà. C'est inévitable. Et pas seulement ça, parce que par exemple, ça fait quand même la 2e ou la 3e année consécutive qu'il n'y aura pas de cerises. C'est pas grand-chose de ne pas avoir de cerises, parce que tout a gelé. C'est triste. C'est triste quand même. Et c'est un composant important pour moi, surtout les griottes. Oui, pour notre bien-être. Et voilà, tout à fait. Je suis d'accord. Malgré tout, quand ça sera plus que les cerises, ça sera d'autres choses. Là, par exemple, toutes les plantes, il y a énormément de plantes qui ont gelé. Bon, moi, j'étais dans le Jura ces derniers jours. Il y a énormément de plantes qui ont gelé, mais gelé, avec des couches de glace dessus, parce qu'il a fait -8 quand même.
Donc, alors on peut dire que oui, ça arrive, les gelées, etc. Mais le problème, c'est que ça arrive de plus en plus souvent. Et moi, ça fait des années, ça fait, je sais pas, 20 ans que j'observe les saisons, vraiment. Et ce que je vois, c'est que les écarts de température qu'il y a entre 3 jours deviennent de plus en plus grands. Jusqu'à l'année dernière encore, on avait 10-12 degrés. C'est-à-dire, on pouvait prendre en 3 jours, on pouvait passer de, par exemple, 10 degrés à 22 degrés. Maintenant, c'est plus ça, c'est 15 degrés. En une année, on est passé de 10, rarement 12, à 15 degrés. Voilà. C'est important. Après, il y a aussi un aspect magnifique là-dedans. C'est comme si ça allait nous obliger à nous dessaisir de notre mental, parce que pour être avec le dérèglement climatique, on va être obligé d'être avec la nature. On va être obligé de se rapprocher de la nature, de manger plus sauvage, parce que c'est les seules plantes qui vont survivre, parce que on va être obligé d'aller vers un mode de vie différent, et peut-être que c'est pour ça que ça arrive, je sais pas. Peut-être pour une reconnexion un petit peu, ouais. C'est vrai que c'est possible. Mais qu'est-ce que ça peut faire dans le corps, en fait, concrètement, là, le fait que tu aies eu ces gelées, là, récemment, ce que tu disais? Alors, ça augmente depuis un an, ça ne fait que augmenter l'état inflammatoire. Donc, évidemment, état inflammatoire Covid, mais pas que Covid. Moi, je m'attends, thrombose, par exemple, elles sont peut-être dues au vaccin ou au fait qu'il y ait déjà un état inflammatoire important. Et surtout, moi, je m'attends à beaucoup de conséquences de cette année dans les années à venir, s'il n'y a pas immédiatement d'autres épidémies qui arrivent. C'est-à-dire tout ce que peut déclencher un état inflammatoire, ce qui est justement ce que la médecine occidentale ne sait pas traiter. Elle ne sait justement pas traiter les états inflammatoires. Donc, état inflammatoire, c'est les cancers, c'est les maladies auto-immunes, c'est tous les symptômes, tous les syndromes respiratoires aigus, syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais pas seulement. C'est aussi les AVC, parce qu'à terme, ça va donner ça. C'est aussi les thromboses, les gens qui partent en vrille aussi. Parce que l'état inflammatoire, c'est aussi un état où Pitta s'est desséché, il a perdu, et du coup le mental devient délirant. L'extrême rigidité de pensée, qui caractérise aussi un peu notre époque. On a chacun une forme de rigidité de pensée qui se développe, avec ces antagonismes qui se développent les gens les uns contre les autres. Oui, c'est des conséquences très, très, très importantes. Alors, comment on peut faire pour intégrer la sagesse des saisons dans notre quotidien et puis pour pouvoir essayer de se rééquilibrer, là? Des solutions concrètes, à ton avis? Alors, tu parles de là tout de suite ou de en général? Alors, peut-être là, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que peut-être ça pourrait rassurer nos auditeurs et puis et aussi de façon générale. Les deux, je pense que c'est bienvenu. Alors moi, en ce moment, donc je fais une newsletter pour les gens de l'association et donc ça fait 2 ou 3 newsletters que je le répète. Prenez de la guimauve, prenez de la guimauve, prenez de la guimauve. Alors pas la guimauve à base de sucre, hein. Oui, voilà. Oui, la plante guimauve avec du lait ou du lait végétal, peu importe. En particulier le soir parce que ça aide à dormir, oui, parce que l'état inflammatoire aussi, ça fait des insomnies. Et que du coup, ça va permettre d'adoucir, d'apaiser, de faire descendre, de rajouter. La guimauve, c'est une plante extraordinaire. Elle va équilibrer l'eau à l'intérieur du corps. Donc, en état inflammatoire, on a besoin de rééquilibrer cette eau. Elle va nous permettre de transpirer aussi. Voilà. Alors que c'est pas la propriété de la guimauve à la base, mais dans ce contexte-là, oui. Voilà. Et après, comme je vois aussi qu'il y a beaucoup d'états, mais ça, c'est parce qu'on arrive dans la saison du printemps, donc forcément la saveur amère se développe, donc ça veut dire que le foie se développe, enfin les déséquilibres du foie peuvent se développer aussi. Et en ce moment, j'ai tendance à penser que la petite aspérule odorante, que j'aime tant, est une bonne plante à prendre en tisane tout le temps à la place du thé. Parce qu'elle va, avec sa douceur, sa modestie, son humilité, elle va ramener les choses dans l'ombre fraîche des sous-bois où elle croît et apaiser les reins, détendre et fluidifier le sang.
un peu. Et alors, de façon générale, avec les saisons, comment on peut vraiment les intégrer dans notre quotidien? Donc, du coup, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, il y a plein de choses. On peut bien sûr aller découvrir tous tes livres, mais est-ce que tu as quelques petits conseils comme ça, rapides? Alors, il y a mes livres, il y a mon blog, parce que mon blog, ça fait 12 ans que je le tiens, donc j'ai arrêté de l'alimenter, mais il reste toutes les... Voilà, il suffit d'aller en arrière, il y a des conseils à chaque saison. D'ailleurs, je fais une petite aparté, là, tout à l'heure, j'ai dit en début d'émission, le bonheur, c'est ici, c'est pas du tout ça. C'est le paradis, c'est ici. Mais je sais pas, c'est que j'étais déjà plongée dans le bonheur total, et je sais pas, ça m'est venu comme ça, hein, mais bon, de toute façon, tout est dans la description de l'émission, mais quand même, je le reprécise. Excuse-moi, je t'en prie. Florence. Et après, la chose la plus importante à faire, c'est embrasser chaque saison. Embrasser chaque saison, aller avec chaque saison, avec le rythme qu'elle a. En été, c'est un rythme rapide, en hiver, c'est un rythme lent. Aller avec les saveurs des saisons, consommer les produits de saison, uniquement les produits de saison et pas ceux que votre maraîcher fait pousser sous une serre et où il vous dit oui, c'est de saison. Ça, j'ai vu ça sur un marché il y a pas longtemps, j'ai fait... Mais non. Oui, ça c'est certain. Ouais. Voilà. Consommer les produits de saison. Et déjà, rien que si vous allez dans les jardins ou dans les forêts, contempler la saison, si vous mangez des produits de saison, si vous adoptez le rythme de la saison, et si, c'est vrai, vous adoptez quelques petites règles ayurvédiques qui correspondent à chaque saison, déjà... vous serez sur le temps cosmique, déjà. Et c'est important. En effet, c'est très important. Est-ce que tu as une saison ou une recette préférée? Non, j'adore toutes les saisons. Mais après, tu as eu raison de me faire remarquer que le beurre clarifié est très présent chez moi. Oui, je sais que tu aimes le ghee. J'aime beaucoup le ghee. Beaucoup. Il y en a beaucoup dans ma cuisine. Il y en avait beaucoup quand j'avais mon restaurant. Et j'en ai consommé quand j'étais enceinte. Je pense que je consommais facilement 10 centilitres ou 20 centilitres dans la journée. C'était impressionnant. Ah oui. Bon, bah écoute, hein. C'est un médicament en Ayurveda, le ghee. C'est un véhicule, un médicament, c'est sacré. Donc voilà. Et c'est délicieux. C'est vrai. Et c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Et il vaut vraiment mieux le faire soi-même. Ouais. Voilà. Plutôt que de le payer une fortune. Exactement. Voilà. Puis ça se conserve très longtemps, indéfiniment, même en fait à l'extérieur, à température ambiante. À température ambiante, protégé du soleil, protégé de la lumière en fait. Ouais. Bon, et ça aussi on peut le retrouver dans tes livres. Ouais, c'est dans le premier livre. Alors est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Florence, pour nos auditeurs? Pas spécialement. Je leur souhaite juste de profiter. Seize the day, carpe diem, profiter de chaque journée. Exactement. C'est un bon conseil, hein. Alors en tout cas, Florence, tu proposes des consultations, des cures et des stages en Ayurveda dans différentes villes en France. Ouais. Alors comme on a pu voir à travers cette émission, ton travail s'articule quand même beaucoup autour des saisons. Oui, on a très envie de les découvrir avec toi. Donc, tu as décidé donc de transmettre ton savoir à travers les 6 tomes Savourer le chant des saisons, recettes de cuisine et de vie quotidienne, poèmes, réflexions et histoires, que tu édites en financement participatif. Tout à fait. Pourquoi en financement participatif du coup? Pour garder une liberté totale dans le contenu. Voilà. Parce que je sais ce que c'est que d'éditer avec un éditeur. C'est vrai que du coup, c'est des livres qui sont très personnels, où tu mets beaucoup de toi. Hein, donc, et ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Alors, comment on fait si jamais on souhaite contribuer, participer à la diffusion de la magie des saisons ayurvédiques? Alors, il suffit d'aller sur le blog, il y a un bouton, alors j'espère le remplacer un jour par un autre bouton, mais c'est un bouton faire un don qui est PayPal.
Voilà, et il suffit d'indiquer, normalement ça mène sur un endroit où c'est assez précis, on peut indiquer assez clairement qu'est-ce qu'on veut, son adresse, etc. Et donc c'est pas un paiement, c'est un don avec contrepartie, comme sur tous les sites de financement participatif. Et évidemment, je tiens régulièrement au courant tous les gens qui sont impliqués de l'avancement des choses. En général, là, en fait, on est sur le tome 3 et le tome 4. Je suis pas sûre que je vais réussir, comme je te disais, de faire le tome 4 cette année, malgré ce que j'avais dit. Mais en tout état de cause, le tome 3, donc le printemps, les frimas, février-mars, va sortir en fin août, début septembre, je pense. D'accord. Oui, pour l'instant, il y a 3 tomes sur 6. Ouais, exactement. Donc, vraiment, mes pépites... Oui. Et d'ailleurs, on peut commander les 2 tomes précédents, il en reste. Oui, voilà. On peut tome 1 et tome 2. Ok. Oui, donc vraiment, mes pépites, je vous invite à aller vraiment les découvrir. Ce sont des très beaux ouvrages. Ils sont vraiment très complets, avec des belles illustrations, comme je vous le disais, des recettes qui font rêver, des histoires et puis plein de conseils pratiques. Vous allez apprendre plein de choses sur les saisons, sur l'Ayurveda et sur vous-même. C'est vraiment un joli cadeau à vous offrir et puis c'est un très beau projet à soutenir. Merci. Et puis aussi le fait qu'il y ait ces exercices de yoga, ça apporte vraiment aussi quelque chose de très concret. Enfin, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc pour contribuer, on peut aller sur le blog, Le Paradis c'est ici. Voilà. Ou t'envoyer un mail. Pareil, Le Paradis c'est ici @gmail.com. Voilà, et toutes les informations, mes chères pépites, sont en description de cette émission, comme toujours. Est-ce que tu as des projets peut-être à venir, des actualités, d'autres choses en fait que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs ? Non, j'ai rien d'autre. Je suis très très prise en ce moment par les consultations et par les stages et par les cures et par les bouquins. C'est déjà, même pour moi, c'est déjà pas mal. Mais oui, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Après, si quelqu'un connaît une maison dans le Jura avec 3 ou 4 chambres, je suis prête à aller m'installer là-bas, oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Comme ça, tu pourrais être tout près de toutes tes plantes. Exactement. Avoir de l'espace. Voilà. Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi, en présentiel ou à distance. Toutes les informations sont sur mon site internet, www.mihira-ayurveda.com, mihira-ayurveda.com d'ailleurs. Mihira, ça s'écrit M-I-H-I-R-A. Vous pouvez également découvrir mon livre L'Ayurveda Sourire quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire en version papier et en livre audio sur Audible. Et puis suivre toute l'actualité de l'Ayurveda Sourire sur les réseaux sociaux via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A. Merci beaucoup Florence pour ce bel échange. Merci à toi Gwenaëlle. Et puis ce chant des saisons. Et puis merci mes fabuleuses pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt. L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.